Eh bien, c'est parti, mesdames, messieurs de Oppo Channel Télévision. Merci pour votre fidélité renouvelée à la chaîne de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est votre émission à la Hino, cette émission qui vous met au parfum de l'actualité, de tout ce qui se passe à travers le monde, de l'actualité qui marque. Et donc, mesdames, messieurs, sans plus tarder, vous le savez très bien, la République démocratique du Congo est aujourd'hui agressé par le pays voisin, le Rwanda, et précisément à l'est de la République démocratique du Congo, en province du Nord Kivu, dans le territoire de Masisi Rutshuru, mais également une partie du territoire de Nyiragongo, tout près de la ville de Goma, chef-lieu de la province. Ça chauffe. Les rebelles du M23 font en tout cas pression, ils progressent jusqu'au côté de la cité de Sake. Déplacement massif des populations, vous savez très bien, à côté de Goma et même dans la ville de Goma, il y a plein de déplacés de guerre, mais aujourd'hui, la situation dégénère, ça devient de plus en plus un peu critique. Mesdames, Messieurs, voilà donc les sujets aujourd'hui, la partie territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, soit en tout cas l'effet des rebelles de M23. Est-ce que vous pensez que cette situation ne viendra vraiment pas embraser toute la province du Nord Kivu, parce que c'est seulement presque les parties qui sont proches de la ville de Goma sont aujourd'hui occupées par les rebelles de M23. Aujourd'hui, je serai avec Hope Sabini, il est député provincial élu du territoire de Rutshuru, mais également membre du parti politique Ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Hope Sabini, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà, de l'autre côté, je serai avec monsieur Christian Tombo, il est coordonnateur de l'Union Sacrée en province du Nord Kivu. Monsieur Christian Tombo, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Sadiki. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je suis Jonas Kassoula. Sorry, Jonas Kassoula, voulais-je dire. Bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. Voilà, merci d'être venu. Merci également pour l'invitation. Voilà donc, très chers téléspectateurs de Oppo Channel Télévision, sont ces des invités avec qui nous allons essayer de décortiquer cette question liée à l'actualité. Et vous le savez très bien, la ville de Goma sous menace, des bombes retentissent, des bombes explosent ici proche au quartier Mugunga, ça fait la peur au ventre. La population de la ville de Goma aujourd'hui ne sait même plus comment se comporter. La cité de Sake est menacée. D'ailleurs, à l'heure où je suis en train de parler, il y a une bombe qui vient d'exploser à Sake, faisant des dégâts. Voilà donc, mesdames, messieurs, les rebelles du M23 est en train de reconquérir des zones jadis occupées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Hope Sabine, je commence par vous. La République démocratique du Congo est en tout cas menacée. Le pays est sous menace des rebelles du M23, appuyés par le Rwanda. Comment vous entrevoyez cette situation? La ville de Goma ne risque pas d'être occupée aussi par les rebelles du M23? Merci. Je crois que c'est d'abord désolant que nous sommes en train d'observer que la situation est en train de dégénérer du jour au lendemain. Mais quand vous me dites que la ville de Goma risquerait d'être occupée par l'ennemi. Bon, c'est bien, c'est une ville, mais je vais aller jusqu'à dire que Goma n'est pas spécial que mon territoire de Rutshuru ni de Masisi. Et que donc, concentrer les efforts sur Goma, c'est comme si on acceptait que Rutshuru et Masisi ne font plus partie de la République démocratique du Congo. Donc, Goma n'est pas spécial. Si Goma tombait, c'est normal, comme on a appris aussi Rutshuru et Masisi. Si on n'avait pas fait des efforts et de vouloir conserver la sécurité, la stabilité sur Rutshuru et Masisi, je ne suis pas en train de voir que Goma serait à marge de ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est drôle, maintenant là, nous sommes en train d'oublier l'histoire. Parce que si nous voulons trouver la solution, on ne peut pas trouver la solution avec notre problème à côté. Si je vais rentrer en arrière, il suffit seulement de voir ce qui s'était passé au Rwanda en 1994, où il y avait eu création des Interahamwe. On a donné des armes aux gens, soi-disant qu'ils sont en train de vouloir protéger les territoires rwandais, alors que c'était les jets de ceux qui voudraient occuper le Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les voir. Il y a maintenant la circulation incontrôlée d'armes à feu. On ne sait pas qui fait quoi où. Et que donc, nous risquons d'observer ces désordres ici. Et ces désordres
poser les lits à l'ennemi d'entrer à Goma. Et que donc, nous devons prendre des responsabilités. Le président Tshisekedi avait pris le pouvoir, Karuchuru, une partie de Nyiragongo et Massissi était contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, l'ennemi a pris presque le contrôle de beaucoup d'entités. Et que donc, au lieu de passer toutes les journées pleurnicher, dire Rwanda, Ouganda, ainsi de suite, nous devons prendre aussi nos responsabilités. Mais est-ce que selon vous, c'est l'armée congolaise qui n'est pas efficace ou bien c'est le gouvernement en place qui ne veut pas mettre des stratégies en place pour finir avec l'ennemi? Merci bien. Je crois que pour l'armée, il y a la partie mise en œuvre, donc ça ce sont les opérations, mais il y a aussi la partie mise à condition, ça ce sont c'est le gouvernement qui doit mettre les conditions en marche pour que la partie mise en œuvre soit aussi effective. Et que donc, quand le gouvernement n'est pas à sa place, n'est pas à la hauteur, et que donc on ne peut pas attendre les résultats ailleurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'accessoire suit les sorts du principal. Et que donc le principal, c'est le gouvernement. Le chef de l'État qui est le commandant suprême des forces armées de la République et de la police, si il n'est pas le bon commandant qu'il faut pour cette armée-là, et que donc il ne faut pas attendre que l'armée puisse faire des exploits. De deux, je crois que nous devons être conscients avec ce que nous sommes en train de vivre. La même armée avait fait des exploits par le passé. Il y a eu le 11-23 2012-2013. Oui. C'est la même armée. Si aujourd'hui nous sommes en train de vanter le colonel Mamadou Ndala, l'effet général Baouma et les autres, c'est que l'armée avait fait un bon travail. Et aujourd'hui, la même armée qui est là, on ne sait pas la mettre au profit de la nation, et on reste dans les discours. Tantôt on ne va pas négocier avec le 1-23, tantôt nous respectons le cessez-le-feu, et que donc on cherche quelque chose et son contraire à la fois. L'armée, si elle pouvait faire quelque chose, en même temps nous invitons des armées étrangères, on sous-traite la question de la sécurité de tout un État dans les mains des armées étrangères. Nous donnons l'importance à des gens qui n'ont pas de formation, et donc nous frustrons même les professionnels de l'armée. Et que donc les résultats, nous sommes en train d'aller vers l'imbroglio. Et que donc si le président, si le gouvernement devait être conscient de leur travail, je crois que nous devrions arriver à quelque chose qui donnerait un très bon résultat. En dehors de ça, je n'attends pas de bons résultats avec ces désordres que nous sommes en train d'observer. Est-ce qu'on peut dire que Kinshasa est en train seulement d'observer la guerre des nœuds? Non, bon, parce qu'il y a soit la naïveté, soit la complicité. Si les autorités de Kinshasa sont naïves, tant mieux. Mais en dehors de ça, nous sommes en train de les traiter des complices. Parce qu'en voyant comment les choses sont en train de se compliquer du jour au lendemain, nous avons des drones, nous avons des Sukhoi et beaucoup d'autres matériels. Si l'ennemi avait ce que nous avons, les drones et les Sukhoi, et avec la force qu'il est en train de mettre en place, c'est qu'il pourrait conquérir même 3-4 pays de l'Afrique centrale. Et que donc, si nous avons les moyens, mais nous n'avons pas des gens qui peuvent monter une bonne politique pour que les moyens rentrent dans l'intérêt des Congolais. Et que donc le gouvernement, c'est un gouvernement qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Donc c'est un gouvernement qui, en quelque sorte, reste aussi le vrai malheur des Congolais. Un gouvernement qui a donc failli à sa mission avant qu'il ne commence sa mission? Bon, je crois qu'il y a la continuité de l'État. Parce que le gouvernement n'a pas, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas encore commencé sa mission. Il y a tout un gouvernement qui est là, il y a des ministres qui sont là, il y a le président de la République qui est là, il y a des institutions qui fonctionnent. Et que donc, la mission régalienne du gouvernement, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Et que donc, si cela n'est pas fait, et que donc le gouvernement n'est pas à la hauteur de sa mission. Merci, merci Ob Sabini. Donc, retenez donc, mesdames et messieurs, que même la partie Kibumba, les affrontements ont repris hier, mais gloire au Seigneur, nous venons de l'apprendre, la route Goma-Rutshuru est de nouveau opérationnelle, c'est-à-dire que les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait quand même quelque chose pour déloger les rebelles du M23 et permettre le libre passage à tous ces Congolais qui veulent se rendre soit à Rutshuru, soit partout là, ici à l'est de la République. Alors, Monsieur Christian Tombo, la population en tout cas vit la peur au ventre aujourd'hui. Des paisibles citoyens
qui quittent la cité des Sacs, se déplacent directement vers ici, à Goma. C'est en tout cas un problème qui aujourd'hui touche peut-être toute la République démocratique du Congo et plus particulièrement la partie Est. Vous le savez très bien, vous avez vu, bon, même le football, même les joueurs l'ont exprimé quand même, la partie Est est aujourd'hui menacée par les rebelles du M23. La population ne sait plus à quel se voir, à quel pied danser. Est-ce que vous êtes sûr que Félix Tshisekedi est en train de concrétiser sa promesse? Vous l'avez suivi lorsqu'il faisait sa campagne, qu'il ne va pas en tout cas cesser de réagir si une fois une bombe est tombée, par exemple, sur Goma. Aujourd'hui, on en a peut-être à 4. Zéro réaction, il y a toujours des rebelles qui avancent. Est-ce que le chef de l'État est en train de tenir sa promesse? Vous savez, le chef de l'État est en train de tenir fermement sa promesse. On reconnaît un héros après son passage. Et l'histoire nous en dira plus. Les Congolais comprendront qu'ils ont eu la grâce, la chance d'avoir un homme qui a un cœur pour sa nation, un homme comme Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme déterminé pour sa nation. Mon ami a dit, l'armée avait pu vaincre le M23 et ils viennent de renaître avec Tshisekedi. Mais mon cher, néanmoins que vous soyez ignorant de la réalité de notre pays, si le M23 s'était tué depuis 2012 jusqu'à ce qu'il s'élève encore à nouveau, c'est parce qu'ils étaient servis par rapport aux accords signés. Même Joseph Kabila, en 2013, moi-même j'étais dans cette rencontre à New Riviera, lorsqu'il était arrivé à Goma. Lui-même l'avait dit que signer les accords avec les... Il avait utilisé un terme là. Batu Marugaruga. C'était une mauvaise affaire. Lui-même l'avait dit tout haut. Du fait qu'ils étaient servis, cela a anéanti davantage notre nation. Nous pouvions croire que nous avions la paix. Nous sommes dans le calme, mais c'était un semblant de paix. Nous avions un pays qui ne nous appartenait pas. Nous étions sous contrôle, infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Aujourd'hui, mais à moins que vous soyez ignorants de tous ces accords. L'accord de Gisenyi, l'accord de Nairobi, tous ces accords, ce sont des accords qui sacrifiaient la nation. Et la plus grosse erreur qu'avait fait Joseph Kabila, et il a reconnu lui-même en 2013, c'était d'accepter de signer ces accords. Alors me dire que le chef de l'État actuel a refusé. Si le M23 est agité, ce n'est pas le M23. Ce sont ceux qui sont derrière eux. Ce n'est même pas le Rwanda. Le Rwanda est si petite et si faible pour tenir contre la RDC. Qui agresse qui alors? C'est la RDC qui s'agresse elle-même? Je suis en train d'y aller. Le Rwanda est si faible pour tenir fort devant la RDC, mais ils sont soutenus par des grandes puissances. Et aucun Congolais ne l'ignore. Et nous voyons dans cette guerre du M23 des mercenaires qui viennent de gauche et de droite. Pourquoi ils sont agités? C'est simplement pour des raisons, des accords diaboliques que le chef de l'État a refusé d'accepter l'application. Alors, du fait qu'il ne veut pas sacrifier son pays, c'est ce qui fait que les ennemis de la nation sont en colère. Et ils sont prêts à tout pour que le pays tombe à faillite. Mais laissez-moi vous dire, le gouvernement et l'armée congolaise est en train de monter en puissance à tous les niveaux. Jadis, lorsque les ennemis de notre nation décidaient de s'élever et prendre telle zone, ils les prenaient. Prendre Goma n'était pas un exercice compliqué pour nos ennemis jadis. Mais aujourd'hui, combien de tentatives ont-ils fait? Ils échouent. Est-ce que vous avez suivi ce que Sabine a dit? Si Goma était une partie spéciale par rapport à ces territoires, Rutshuru ou Massissi, et une partie des Nyawong qui aujourd'hui sont occupés par les rebelles.
Non, j'évoque Goma, c'était juste un exemple banal, mais il n'y a pas que Goma. C'était pour montrer la force de notre armée, la force de notre gouvernement. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes arrivés à montrer que nous sommes forts et que nous ne sommes pas cette armée d'avant. N'oublions pas que dans le processus de paix dans lequel nous sommes, nous avions signé des accords où nous avons eu des clauses selon lesquelles nous allons observer le cessez-le-feu. Laissez-moi vous dire, jusqu'à aujourd'hui, la RDC était en train de respecter le cessez-le-feu. Donc, depuis que le M23 fait ses agitations, nous n'avons jamais prendre les offensives. Est-ce qu'il faut respecter le cessez-le-feu pendant que votre ennemi est en train d'avancer? C'est là où je vais aller. Ce sont des zones qui sont en train d'être conquises. C'est là où je vais aller. En jouant aux défensifs, nous avons prouvé que l'ennemi ne peut pas prendre les décisions sur nous. Maintenant, pendant le temps de cette mesure défensive, qu'est-ce qui était en train d'être fait? On a respecté d'abord les clauses, parce que le chef de l'État, c'est un homme de parole. Il a respecté, c'est un homme de droit. Nous prenons l'État des droits. On a respecté. Mais maintenant, il fallait que l'ennemi soit cantonné. Maintenant qu'il est en train de résister, il fallait que tout le monde soit témoin que ce n'est pas nous, mais le problème c'est l'ennemi. Et ça, on a réussi à prouver partout que celui qui ne respecte pas les principes, c'est l'ennemi et ceux qui sont derrière eux. Et nous les avons indexés des doigts. Ils sont connus aujourd'hui partout dans le monde. Ça, c'est une victoire diplomatique. Des deux, pendant ces moments de défense, nous en avons profité pour reconstituer l'armée. Écoutez, mon ami, la guerre se prépare. On ne se lève pas et dire « j'engage la guerre ». Lorsqu'on engage la guerre, on doit se rassurer que les éléments nécessaires sont établis. Et le chef de l'État nous a dit « maintenant nous sommes prêts ». Il a dit à la veille de ces élections « maintenant nous sommes prêts pour affronter n'importe quelle menace ». Est-ce qu'il a affronté? Alors, Christian, est-ce qu'il a affronté? C'est là où nous sommes en train d'aller. Maintenant là, que je vous ai dit, moi-même, étant coordonnateur provincial de l'Union Sacrée, je suis dans une démarche demandant au chef de l'État de cesser avec la mesure de cesser le feu et d'engager maintenant les offensives. Et pourquoi rester toujours dans la mesure de cesser le feu pendant que l'ennemi est en train de progresser? C'est là où, savez-vous, étant Union Sacrée, nous avons la mission d'aider les chefs à prendre les meilleures décisions et à réussir son mandat. Et je pense que... Même s'il n'a rien fait, lui jeter toujours des fleurs. On jette le flair à celui qui a fait quelque chose de bon. Et toutes les fois qu'on lui jette le flair, c'est parce qu'il a fait. Alors maintenant, même au niveau de l'Union Sacrée, surtout la coordination provinciale du Nord Kivu, nous sommes dans une démarche pour dire fini avec le cessez-le-feu. Là, nous sommes d'accord. C'est une question qui touche la nation. Et nous sommes les premiers qui ont été victimes. En tout cas, là, nous sommes dans une démarche maintenant de lancer des offensives. Et je pense, même le chef de l'État l'a dit. Si vous osez, vous subirez la force des frappes. Et c'est à cette étape que nous allons. Nous sommes prêts. L'armée est préparée. Et lorsque nous lançons les offensives, rassurez-vous, le peuple va voir le résultat. Cette guerre, le M23 sait qu'il est perdant. Le Rwanda sait qu'il est perdant également. Mais c'est juste une question de temps. Vous dites que vous avez gagné diplomatiquement, n'est-ce pas? Sur le plan diplomatique, vous avez gagné. C'est ce que vous avez souligné. Vous voyez, vous vivez à Goma. Je vous ai toujours posé cette question. Vous vivez à Goma ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez voir le nombre de déplacés qui aujourd'hui s'ajoutent à d'autres qui sont ici à Goma? Et nous dire que la RDC a gagné diplomatiquement et que l'ennemi est en train de tuer les gens à Rutshuru, Masisi. Qu'est-ce que cela est? Ok, vous savez, lorsque nous parlons de la guerre dans laquelle nous sommes en train de traverser, c'est une guerre à 3 dimensions. Notre guerre est premièrement militaire. Il y a des actions militaires que l'ennemi pose sur terrain afin d'imposer sa volonté.
certes, cela cause beaucoup de conséquences. Et je compatis avec nos populations qui souffrent énormément. Moi-même, mes familiers sont victimes et ils sont parmi les déplacés. Et cela, en tout cas, ne nous plaît pas nous tous. Ça fait mal au cœur et on en a marre. Ça nous touche. La guerre n'épargne personne. Des deux, notre guerre est diplomatique. Sur le plan diplomatique, la RDC, pendant des années, nous étions perdants. C'est nous qui étions indexés des doigts comme fautifs de cette histoire. Mais maintenant, nous avons réussi à montrer que le problème, ce n'est pas nous. Mais le problème, ce sont les agresseurs qui sont bien connus. Et donc, lorsque les problèmes, ce sont des agresseurs, je vais définir. Cette guerre, elle est aussi économique. Économique dans le sens où les gens qui diligentent ces guerres, ces manipulations, visent à piller les ressources économiques de notre pays. Et par rapport à cette question, l'état de siège était une solution pour cela. Au départ, lorsqu'on a lancé l'état de siège, plusieurs personnes s'agitaient, mais laissez-moi vous dire, l'état de siège a contribué à barrer la route au pillage économique de notre pays dans cette zone du Nord Kivu ainsi que de l'Ituri. Bref, la guerre, elle est tripartite. Mais le gouvernement ainsi que l'armée est en train de faire le nécessaire. Mais maintenant, nous commençons un deuxième mandat. Et le chef de l'État ainsi que la population, nous sommes tous déterminés à en découdre avec. Et puis Christian, attendez, si vous étiez le chef de l'État réélu, est-ce que vous serez fier de votre réélection vu l'instabilité à l'est de la République? Je serais fier de ma réélection du fait que, si j'étais, je parle à la place de Félix Tshisekedi, je serais fier de ma réélection du fait que dans mon premier mandat, j'ai réussi à poser les fondements du développement. Et donc, lorsque vous réussissez dans votre premier mandat, vous ne vous souciez plus du deuxième mandat pour réussir encore davantage? C'est maintenant là que nous sommes en train de commencer le deuxième mandat. Le gouvernement en place est démissionnaire. D'ailleurs, selon notre constitution, l'article 108, juste après prestation du serment, tout le gouvernement est démissionnaire. Donc, ils ne peuvent pas engager des grandes décisions, des grandes envergures pour la nation. Le Parlement, il est en cours d'installation. Il n'y a qu'un bureau d'âge qui ne peut pas prendre des grandes décisions pour la nation. Même le Sénat, qui sera élu bientôt, allez-y comprendre, même le NEMI, lorsqu'il s'est agité récemment, là, le mercredi, c'est parce qu'il savait techniquement, le chef de l'État sera dans une position un peu déséquilibrée, parce que constitutionnellement, même pour déclarer la guerre, il faut réunir les deux chambres. Est-ce que vous l'avez suivi à tout Congo la fois passée lorsqu'il faisait sa campagne? Nous le suivons toujours. À quel point? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça dépend de ce que vous voulez entendre, de son discours. C'est à vous de me dire ce qui vous a intéressé dans son discours. Mais n'est-ce pas qu'il a dit qu'il ne va pas hésiter de faire la guerre au Rwanda? Et je vous dis, c'est là où nous sommes en train d'aller. Il y a de préalables pour faire la guerre. Merci la beaucoup, Constitution donne le schéma à suivre. Merci beaucoup, Christian. Merci. Sabini, apparemment, Félix Tshisekedi est en train de maîtriser la guerre ici à l'est de la République démocratique du Congo. Selon M. Christian Tombo, tout est mis en œuvre pour que les rebelles n'avancent plus. Bien, je suis très content que mon co-débatteur, tout en voulant défendre quelque chose, il est en train lui-même de se rattraper dans de petits pièges. Tenez, nous devons être quand même sérieux. Nous ne pouvons pas parler comme des gens, même si nous sommes en train de défendre des camps, on ne peut pas parler comme des extraterrestres, donc des gens qui ne vivent pas sur la terre. Je vais penser quelqu'un qui me dit, bon, l'ennemi s'est agité le mercredi parce qu'il a vu le chef de l'État dans une position de faiblesse. Comme si la guerre a commencé le mercredi. Et donc, ça, c'est être quand même un peu moins sérieux face à ce qui est en train de se passer comme drame sur l'étendue de la province Nord Kivu, même l'étendue du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi Kwamouth, et avec d'autres entités qui sont en train aussi de subir presque la même chose. Exactement. Maintenant, si aujourd'hui nous sommes en train de parler du Rwanda avec les M23, mais nous sommes en train d'oublier que l'Ouganda y est pour quelque chose. Alors que l'Ouganda est partenaire à Félix Tshisekedi dans les côtés Grand Nord. C'est que quelque part, le président Tshisekedi serait aussi une partie de notre malheur parce que son partenaire
pose aussi des problèmes contre notre nation, à un certain niveau. Ça, c'est un. De deux, quand on parle de la montée en puissance de l'armée, ça ne doit pas rester comme un champ. Donc, il ne faut pas que nous puissions quand même manquer d'irrespect ou même de la compassion à ces populations qui sont en train de souffrir. Mais c'est aussi notre armée, il faut la soutenir. Bien que vous défendez un cas, c'est notre armée. Lorsque... Nous aimons notre armée. C'est par contre le gouvernement aujourd'hui qui n'aime pas l'armée. Quand on donne à un politicien 33 000 $ et on donne à celui qui est en train de mourir 80 $, donc c'est le gouvernement qui ne soutient pas son armée. Mais moi, je soutiens l'armée. Et pour preuve, je vais dire que l'armée, on dit que l'armée est en train de monter à puissance. C'est bien de le dire. Mais la montée à puissance justifie quoi? Parce que quand on dit l'armée est en train de monter à puissance, il faut voir l'aspect intelligence. Est-ce que sur le plan intelligence et renseignement, qu'est-ce qui a évolué? Il faut voir la mise à condition. Le militaire reçoit combien? Il est dans quelles conditions aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, un militaire a 300 000 francs. Mais il faut voir par rapport au coût de vie. Autant d'années, s'il recevait peut-être 70 $ il y a 5 à 10 ans, c'est que 70 $ a beaucoup plus de valeur que 100 $ aujourd'hui, selon le coût de vie, selon l'évolution. Donc, ce militaire-là, il vit dans quelles conditions aujourd'hui maintenant? Au-delà de ça, nous sommes en train peut-être de vouloir dire, bon, le président a réussi, le président, c'est maintenant qu'il veut commencer ainsi de suite. Quand on postule pour être le président de la République, c'est supposé que tu maîtrises les problèmes de la République. On ne vient pas faire le stage à la tête de l'État. Donc, si le premier mandat, le président de la République n'a rien fait, c'est qu'on n'a pas d'espoir qu'il pourra faire quelque chose. Il était stagiaire à l'époque, pendant son premier mandat. Selon les explications de celui qui est en train de défendre son camp, parce qu'il dit non, le président, c'est maintenant qu'il veut. Donc là, il était en train de passer le temps. Maintenant, aujourd'hui, là, il veut. Il est professionnel. Et il veut maintenant. Alors, nous avons attendu beaucoup du président de la République. Si vous pouvez vous souvenir, les groupes armés, à l'époque, posaient des problèmes au M23 ou au CNDP à l'époque. Aujourd'hui, mélangés aux forces armées de la République, aux partenaires, parce qu'on a dit, bon, le Rwanda avec les autres, ben, qui nous a demandé de ne pas aussi faire des partenariats stratégiques. Si le M23 ou le Rwanda, l'Ouganda, a ses partenaires techniques, la diplomatie agissante se traduirait par le nombre de partenaires techniques et stratégiques que le président aurait amené au pays. Et puis le pays a gagné sur le plan diplomatique. Non, c'est ça que j'ai dit. Donc, gagner la bataille diplomatique se traduirait au nombre de partenaires stratégiques dans le cadre de l'économie, dans le cadre de la défense, dans le cadre de la sécurité, dans le cadre de l'intelligence, dans le cadre... Vraiment, ça. Mais comme il n'y en a pas... C'est-à-dire que vous doutez aussi sur la victoire diplomatique comme l'a dit... Non, ça c'est vouloir vendre du vent aux gens. Il n'y a pas de victoire diplomatique. Cette diplomatie agissante, on ne l'a pas encore vue. Imaginez, un président qui dit, il ne va pas négocier. Il parle des terroristes. Il parle des étrangers, ce sont des Rwandais, ce sont des Ougandais. Mais sur le plan diplomatique, on a essayé un peu de le prendre comme un enfant. En même temps, ce sont des étrangers, mais il accepte par la feuille de route de Rwanda de vouloir les cantonner sur le territoire congolais, dans le secteur Sabinho. À ce moment-là, ce ne sont plus des étrangers. En l'occurrence, ce ne sont plus des terroristes parce qu'on ne peut pas donner même 2 cm à un terroriste là où on va l'installer et après on va discuter avec lui. C'est que quand on engage un processus politique et diplomatique avec quelqu'un, c'est que vous le reconnaissez d'abord comme faisant partie de votre nation et il n'est pas terroriste parce qu'aucune disposition ni du droit international ni du droit national ne va autoriser à qui que ce soit de discuter avec les terroristes. C'est que sur ce plan-là, sur le plan diplomatique, c'était une bataille perdue. Quand on dit bon, nous sommes en train de respecter un cessez-le-feu, c'est bien. Mais le président a dit, il a levé parce que la parole du chef a force de loi. Le président a dit à la moindre escarmouche, il y a même le ministre des Affaires étrangères qui avait dit, si une balle tombé sur Goma, comme si Goma serait spécial que les autres entités, mais il y a maintenant des bombes qui tombent, il y a des dégâts qui sont en train de se poser. C'est-à-dire qu'on sabote les autorités congolaises. Non, c'est pour vouloir dire que celui qui a dit à la moindre escarmouche, c'est un comédien, et même celui qui avait dit si une balle, c'est aussi des comédiens qui étaient en train de vouloir jouer. Maintenant, l'autre a démontré, je vous demande que vous êtes des comédiens et je vais voir ce que vous allez faire. Mais est-ce que vu la situation qui se passe aujourd'hui à l'Est de la République,
Est-ce qu'on peut dire que Félix Tshisekedi est en train d'échouer déjà à son deuxième mandat? Je crois que, si je peux encore me répéter, sur le plan de la sécurité, parce que si, il faut voir que quelqu'un est en train d'avancer. Si tu avais 1000 $, c'est un peu de voir si tu es en train d'avancer, il faut dire que non, après 5 ans, j'ai 10 000 $. Donc si on avait les contrôles, nos forces armées de la République et la police avaient les contrôles sur autant de territoires, aujourd'hui nous en avons récupéré combien ou nous gardons encore combien? C'est que sur le plan de sécurité, s'il faut le reconnaître, le président a échoué et moi je ne le vois pas réussir son deuxième mandat parce qu'il continue à être dans la comédie, dans les discours. Il pense que gérer un État, c'est comme si on a de gérer un cabaret où on doit se livrer à des discours populistes. Ça, ça va. Sur le plan de l'économie, vous êtes en train de voir comment la vie devient chère, comment les routes ne sont plus praticables. Nous sommes en train de dire que le développement, on l'a engagé. Mais combien de routes on avait, dans quel état, et aujourd'hui on en a combien et dans quel état? Combien de camions quittaient Goma vers les autres entités, et aujourd'hui, combien quittent? Nous passions par Uchuru, Kichanga et ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes obligés, sans honte, de passer par Rwanda pour atteindre le Grand Nord, alors que nous avons nous-mêmes fermé nos routes et dire que non, c'est pour empêcher que l'ennemi gagne de l'argent. Et puis vous passez par un pays... Maintenant, nous passons par le Rwanda et l'Ouganda, les pays qui sont supposés être... Donc, nous ne sommes pas sérieux avec ce que nous disons. Merci. Et synthétiquement, nous devons reconnaître que nous avons échoué. Les émotions ne construisent pas une nation, mais il faut aller vers l'avant de la raison. Et que donc, pour la question de la sécurité, on n'a pas intérêt de défendre un cas X ou Y, nous devons défendre les intérêts généraux de la nation. Et défendre les intérêts généraux de la nation, c'est vrai aussi démontrer, quel que soit les camps, de montrer à l'autorité qu'ici vous avez échoué, il faut y aller de faire encore une autre voie pour réussir. Mais il ne faut pas seulement dire que non, nous avons échoué pour montrer que, comme si les gens qui sont en train de fuir jour et nuit, ils sont en train de passer la nuit à la belle étoile, comme s'ils sont ils sont vraiment dans la joie et ils se contentent de ça. Je crois que nous devons être sérieux avec nous. Merci. Alors, je suis en train de voir Christian Tombo en train de vouloir parler rapidement. Alors, Christian Tombo, je ne sais pas, la comédie, les discours, aujourd'hui, ont gagné la République démocratique du Congo. À la moindre escarmouche, si une bombe tombait sur Goma, on va réagir directement. Aujourd'hui, ce sont des entités qui sont en train d'être réoccupées par les rebelles du M23. Ce sont des habitants, des citoyens congolais qui sont en train d'être tués à Massissi. Même ici, dans la ville de Goma, partout là, à Rutshuru, dans une partie du territoire de Nyiragongo. Alors, Christian Tombo, est-ce que vous pensez que, comme l'a dit Obsabini, c'est la comédie qui a gagné la tête de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce fait pour sauver les pays? Merci. En fait, je commence à revenir sur le propos de mon co-débatteur, des Ensemble. Vous savez, nous devons être sérieux avec la nation. Et au-delà de nos camps, faire preuve du patriotisme. Savez-vous, lorsque mon co-débatteur dit le M23 n'est pas terroriste, s'ils étaient terroristes, vous n'allez pas proposer qu'ils soient cantonnés à Sabignon. Non, ils ne sont pas terroristes. C'est malheureux de voir que l'ensemble devient l'avocat du M23 aujourd'hui. Mais attends un peu, c'est normal. Non, laissez-moi finir d'abord. Je réponds à ces propos. C'est malheureux de constater aujourd'hui qu'Ensemble pour la République est devenu avocat du M23 pour dire qu'ils ne sont pas terroristes. Parce que s'ils étaient terroristes, vous, le gouvernement, vous n'allez pas les amener au cantonnement. Mais je tiens à préciser que ceux qui devaient être cantonnés, c'était des éléments congolais. Nous sommes dans une démarche où nous cherchons la paix. Et les infiltrés devaient être ramenés chez eux. Mais cela ne m'étonne pas. Lorsque Ensemble défend les M23 pour dire qu'ils ne sont pas terroristes, c'est normal. Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit? Oui, il a dit ici. Qu'ils ne sont pas terroristes? Il a dit ici. Je reviens dans ses propres propos. Écoute, et puis, laissez-moi finir un peu mon analyse. Écoute, Christian. Non, j'ai fini ma phrase. Ne soyez pas agité. Je lui ai laissé parler. Laissez-moi parler. Il va réagir s'il a dit, ne soyez pas son avocat. Alors, cela ne m'étonne pas que mon frère aujourd'hui puisse défendre le M23 qui ne sont pas terroristes. Pourquoi?
Parce que leur chef lui-même était pro Nanga. Même quand Nanga aujourd'hui devient parrain du M23, je comprends où est les racines. Est-ce que vous savez... Ils ne font que défendre leurs intérêts. Est-ce que vous savez la que RDC est chancée de ne pas avoir un homme comme Moïse Katumbi à sa tête parce que nous serions vendus. Est-ce que vous Ces savez pays seraient... est-ce que vous savez que Rutshuru, le fief électoral de Hope Sabine est occupé aujourd'hui? Écoutez, qui tue le Congo? Ce sont les Congolais. Qu'en plus, le fait pour lui d'être dans Rutshuru ne l'exempte pas de ne pas être complice. Mais leur partenaire Nanga, c'est lui qui nous détruit aujourd'hui. Leur partenaire Nanga. de qui? D'Ensemble pour la République. Oh. Combien de fois ces gens ont défendu Nanga? C'est quand Nanga fait cette sale besogne qu'ils font semblant de se recoqueviller. Mais dans ses propos, quand ils défendent le M23 disant qu'ils ne sont pas terroristes, cela montre qu'ils sont toujours en connivence. Donc, quels que soient vos complots pour nuire cette nation, vous n'allez pas y arriver. Les complots d'Ensemble pour la République? Laissez-lui parler, on va je les englobe dans leur sale besogne. Écoutez, aujourd'hui la RDC n'a pas d'opposants. Ce sont des affairistes qui ne visent qu'à se retrouver dans leurs propres affaires. Ils ne sont là que pour des intérêts. Aujourd'hui, cette opposition était prête à dire qu'il n'y ait pas élection. Allons dans un processus de transition. Ça nous ramènerait beaucoup d'années après. L'opposition s'en fout des intérêts de la nation. Raison pour laquelle ils sont prêts à vendre même ces pays pour leurs propres intérêts. Mais le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il est déterminé à en découdre. Et tout le peuple congolais qu'il a élu à 73% est derrière lui. Écoutez, parler trop ne suffit pas. Merci. Mais le plus important, c'est d'agir. Merci. Et le chef de l'État a commencé à agir depuis son premier mandat. Il a agi et je viens à dire encore que je n'ai jamais dit qu'il n'a rien fait dans son premier mandat parce qu'il a été réélu à 73% parce que le peuple a vu ce qu'il a fait. Et pour ce deuxième mandat, il en fera encore davantage. Et avant la fin de ce deuxième mandat, cette guerre aura déjà pris fin. Et la RDC aura pris de l'élan. Peuple congolais, vous avez voté le chef de l'État 73%. Faites-lui confiance. Alors, et soudons-nous derrière l'armée. Christian Tombo. Et cette histoire. Vous avez défendu Félix Tshisekedi, c'est bon. C'est votre devoir de le faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez on peut faire pour que la guerre cesse? Ouais, ce que je pense qui est important à pouvoir faire, premièrement, je recommande au chef de l'État d'engager les offensives. Maintenant, je pense qu'en cette saison, il est temps de passer maintenant aux offensives. Et deux, je recommande à l'exécutif, parce que moi je suis coordonnateur de l'Union Sacrée, mais je ne suis pas un exécutif, mais je suis une main d'appui au pouvoir en place. Je recommande à l'exécutif qui sera mis en place, peut-être que je ferai partie également, de miser sur le moyen de la défense. En tout cas, nous devons augmenter le moyen alloué à la défense pour davantage consolider les acquis du premier mandat. Merci beaucoup, Christian. De trois, je finis. De trois, que le chef de l'État ne cède pas au dialogue avec le M23. Néanmoins, nous le recommandons à engager le feu, à engager la force. Parce que même en diplomatie, c'est la loi du plus fort qui finit toujours par s'imposer. Oui. Et à notre niveau, en tant qu'Union Sacrée, nous allons poser un acte patriotique qui est déjà en cours. Rapidement. Une pétition sera mise en place. Et qui est en cours avec l'accompagnement ou la supervision de notre frère Patrick Bala. Cette pétition recommande à toute la population de pouvoir la signer, demandant au chef de l'État de pouvoir engager les offensifs maintenant. Au-delà d'être dans l'Union Sacrée, je suis patriote. Et s'agissant de la question de la nation, je ne peux pas agir selon une tendance. Merci. Moi, merci. Nous sommes une génération de politiciens objectifs. Au-delà d'acclamer, nous allons aider l'autorité à prendre des bonnes décisions. Merci Et je pense que mon collègue d'ensemble pourra nous accompagner dans cette activité patriotique parce que ça, c'est pour l'intérêt de tout le monde.
C'est une stratégie constitutionnelle pour faire entendre à l'autorité la volonté de la base. Merci beaucoup, Christian. Alors, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Sabini, en tout cas, vous avez noué des alliances avec les rebelles du M23, ensemble de Moïse Katumbi. Vous êtes en tout cas, vous collaborez avec les rebelles du M23. Et je crois bien que ce sont des affirmations gratuites, mais ça ne peut pas m'étonner parce que quand on est dans un régime de comédie, il faut quand même s'adapter à cette comédie-là. Parce qu'il y a des gens qui font des affirmations sans en avoir de preuves. Tantôt il parlait de Nanga. C'est lui qui a fait accéder par fraude l'actuel président de la République à la magistrature suprême, c'est Nanga. Et que donc, pour eux, ils pensent que tout le monde ferait des combis avec Nanga comme ils l'ont toujours fait. Non. Je crois que quand mon ami dit non, vous voulez défendre les ennemis. Ça, c'est vouloir isoler les gens à ne pas comprendre qu'ils ont signé qu'il faudrait que le M23 reste à Sabinho, qu'il faudrait qu'on engage un processus politique et diplomatique avec eux. C'est comme ça qu'il dit non, vous voulez les défendre. Vous avez dit que les M23 ne sont pas des terroristes. J'ai dit que ce sont des terroristes selon l'attendement. Mais le régime en place les a exemptés de ne pas être terroristes par le fait d'accepter de signer avec eux qu'ils restent sur le territoire congolais, alors qu'un terroriste, on ne peut pas leur permettre de rester sur le territoire congolais, et qu'ils ne sont pas des Rwandais parce qu'ils ont accepté qu'ils doivent se cantonner sur le territoire congolais parce qu'ils n'ont pas où aller. Donc ce sont des Congolais qui doivent rester chez eux au Congo en attendant qu'on engage un processus politique et diplomatique. Et ça, moi, les copies de ces engagements, qu'ils soient du procès de Nairobi, de Rwanda ou de Bujumbura. Mais pourquoi vous êtes partenaire des rebelles du M23? On n'a jamais été partenaire des rebelles du M23. C'est par contre l'IDPS avec les régimes en place qui est partenaire du M23, et je vais le dire comment. En 2019, le 24 novembre, on a ordonné qu'il soit mis fin les poursuites contre les rebelles du M23. C'est qu'on a fait le terme de droit m'échappe, mais on a essayé un peu de lever la poursuite sur les rebelles du M23. Et pour preuve, on a libéré de la prison de Ndolo l'actuel général aujourd'hui du M23, qui était colonel des FARDC Bernard Biamungu. Il est quitté de Kinshasa jusqu'à rejoindre le Maki, sous la facilitation du régime. De deux, il a été convoqué une concertation à Kinshasa, 14 mois durant. Moi, je n'étais pas invité dans la concertation. C'est que, vous savez, c'est lui qui les avait invités. Après, donc, clôturant ces consultations, il avait été signé une feuille de route. La feuille de route de 2020, c'est ce qui nous pose maintenant, aujourd'hui, problème. Parce qu'il a été convenu certaines clauses. Ce qui a coûté aussi la vie au fait général d'armée Delphin Kaimbi, parce que c'est lui qui avait signé pour le compte des services de sécurité en tant que l'ancien patron de Demia pour le compte de la République. Et que donc, nous détenons des informations ou des vérités autour de ça. J'ai été content en vouloir dire ça pour dire que non, le régime avait couvert les M23 dans les processus de paix, dans les consultations politiques et diplomatiques. Mon ami a été acharné, il a commencé à dire n'importe quoi, partenaire du M23 et consort. Si par hasard j'étais partenaire du M23, que feraient les services d'intelligence? C'est qu'ils se sont défendus. Parce que je suis avec eux ici. Lui au moins il est en train de parler de n'importe quoi parce que chez lui, je ne sais pas quel est son village qui est pris en otage par l'ennemi. Il a envie de parler parce qu'il est à Goma, il sait ça à l'abri. Mais demain ou après-demain, il ne participerait pas à cette émission si jamais l'M23 prenait Goma. Et que donc, je l'invite à parler avec moins d'émotion et avec dévouement, sans pour autant aller dans des affirmations gratuites. Parce que demain ou après-demain, parce que nous sommes en train de le dire au studio, mais demain ou après-demain, on peut les tirer quelque part et dire vous avez dit ça, est-ce qu'on peut vous prendre comme renseignant? Et ça devient une affaire de justice et ça peut l'écouter cher. Merci beaucoup, Sabine. Alors, aujourd'hui, l'heure n'est pas en tout cas au moment de s'inquiéter entre nous. L'heure est au moment de voir comment on peut arrêter ensemble des stratégies pour bouter hors de notre territoire les rebelles du M23. Quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour que les M23 ne tient plus ici au Nord Kivu? Bon, moi je crois que moi j'ai toujours été conscient ou vrai avec ma conscience. Vous savez, il y a dans tout ce que nous sommes en train de dire, les armes n'ont jamais réglé un conflit.
qu'il soit d'un conflit d'ampleur nationale ou internationale. Même si les M23 nous gagnaient sur le plan militaire, mais sur le plan politique, diplomatique, il y aurait toujours des actions à poser ou des actes à poser. C'est qu'il faut dialoguer. C'est qu'il faut engager un processus politique et diplomatique, donc il faut dialoguer, il faut négocier. Ça, c'est ma proposition. Nous sommes faibles. Donc sur le plan militaire, il s'est déjà démontré que nous sommes faibles, parce que de Tchanzou à la porte de Goma, il faut les reconnaître. Ça, c'est une hypothèse. Mais la deuxième hypothèse, c'est que il faut négocier en position de force. Et quand il faut vouloir négocier en position de force, nous pensons que si l'autorité va apprécier que nous avons la force qu'il faut, qu'il engage des offensives et dans quelques jours ou mois, qu'il nous libère les entités qui sont contrôlées par l'ennemi. Ce n'est pas aussi exclu. Jusqu'à preuve du contraire, vous voulez qu'on dialogue avec les rebelles? Jusqu'à preuve du contraire. Je sais que la vérité n'a jamais été populaire. Mais s'il faut être vrai, je crois que la solution elle est politique et diplomatique. Ça va passer par les dialogues. Et si les rebelles obligent encore une fois d'intégrer l'armée congolaise? Bon, ça c'est vouloir aussi les prêter des intentions. Parce que quand on dialogue, on n'est pas obligé d'accepter tout. Il n'est pas dit que aller dialoguer, c'est dire que il faut que j'accepte tout. Je peux te prouver pour savoir identifier qui est derrière toi. Je dialogue avec toi. Donc toi, comme Congolais, tu as quel intérêt de me demander X ou Y, alors que comme Congolais, tu devrais demander ça. Et là, nous allons savoir dénicher quels sont les intérêts des partis, des pays que nous accusons chaque fois accompagner la M23. Nous allons dire, ah, donc ça, ils sont de négocier pour les comptes d'eux. Nous pouvons accepter ou refuser. Mais il ne faut pas seulement dire, bon, dialoguer, c'est-à-dire ça. Non. Merci beaucoup, Obsabini. Merci, pour vous, ça n'est fini pour vous. Surtout, merci d'être venu et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Christian Tombo, vous avez voulu réagir à ça. Un mot de la fin, bien sûr. Allez-y, dans quelques secondes. Je réitère mes propos. La population congolaise ne doit pas faire confiance à l'opposition parce qu'ils sont complices du malheur de notre pays. Et ceci vient de se prouver encore. Mon ami d'ensemble dit leur formule, eux, c'est le dialogue. Nous devons dialoguer avec le M23. Pas nous, moi, ça m'engage que moi. Non, je ne vous vois pas. Vous représentez votre chef. Lui, c'est Obsabini. Moi, c'est Obsabini. C'est lui qui était... L'invitation n'a pas été décernée à Moïse, elle a été décernée à un individu. Vous propagez l'idéologie d'ensemble. Non, laissez-moi parler, vous avez le temps de réagir. Nous parlons selon nos idéologies. Et nous, au sein de l'Union sacrée, nous disons qu'il n'y aura pas de dialogue. Écoutez, qui nous pousse au dialogue? Ce sont les États-Unis, le financier, les M23, la France, l'Union européenne. Donc, toutes ces puissances qui managent pour l'instabilité, ce sont eux qui poussent. Des délégations viennent du jour au lendemain pour pousser Tshisekedi à négocier. Donc, intégrer encore les infiltrés dans l'armée, contrôler l'économie de notre pays, nous n'allons pas dialoguer. S'il faut mourir, nous allons user de notre force. Alors, pour clore, je demande simplement que l'opposition se taise s'ils n'ont rien à faire. Des deux, que la population soit attachée à son autorité. Il n'y aura pas de dialogue. Quelle que soit la proposition, on ne va pas dialoguer. Mais bientôt, nous allons passer aux offensives et c'est par cette voie de force que nous allons commander le respect pour la nation. Christian Tombo, merci d'être venu. Merci également. Voilà, donc ça n'est fini, mesdames et messieurs, de Hope Channel Télévision. C'était un plaisir de vous voir nombreux à l'écoute de votre émission à la INO. Vous avez donc suivi les analyses de Obsabini et M. Christian Tombo, l'un d'Ensemble pour la République, l'autre de Sacré pour la Nation. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien surtout. Restez à l'écoute des programmes de Hope Channel Télévision. Au revoir. Au revoir.